Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Betty, en direct de Bretagne pour faire une petite présentation. Alors, je travaille chez Airbus et puis je vais parler un petit peu de mon expérience dans le spatial et j'espère que je vais pouvoir vous expliquer pas mal de choses et vous aider à comprendre un peu plus ce qu'est le New Space. Donc, on va en parler ensemble. Alors, je propose de parler en quatre temps. Je vais parler un petit peu de mon parcours. Évidemment, on peut s'arrêter s'il y a des questions. Pour expliquer un petit peu mon métier aussi, ce que je fais et où je travaille. Ensuite, je testerai un petit quiz de votre côté via Mentimeter, donc ensemble. Et ensuite, on partagera qu'est-ce que le New Space. Et enfin, je finirai avec mes conseils que j'ai envie de vous donner pour réfléchir un petit peu et puis pour votre futur. Alors, commençons par mon expérience dans l'industrie du spatial. Donc, je vais partager un petit peu ce que j'ai fait comme études. Donc, j'ai fait un bac S. Le parcours classique pour travailler dans l'industrie du spatial, c'est un parcours... là, j'ai fait donc ingénieur. J'ai fait des classes préparatoires et ensuite, j'ai fait des diplômes. Donc, j'ai commencé par une école en France, à côté de Toulouse, pour un diplôme d'ingénieur. Et j'ai pu ensuite partir en échange à l'étranger. Et j'ai décidé de continuer mes études après aux Pays-Bas. Donc là, c'est un parcours scientifique d'ingénieur, mais évidemment, il y a tous les métiers dans le spatial. Alors voilà, ce que je voulais partager, c'était aussi que ma première expérience, je l'ai fait en Angleterre dans une entreprise qui fait partie d'Airbus, qui s'appelle Surrey Satellite Technology Limited. Pourquoi en Angleterre? Parce que c'était une question d'opportunité. Hein. Pour être honnête, chercher un stage ou chercher un job, pour tout le monde, c'est difficile. Donc moi, concrètement, en fin de parcours universitaire et de mes études, ben voilà, je suis allée là où il y avait du travail. Et donc, j'ai commencé par être ingénieur mécaniste. Je vais vous en parler un petit peu plus pour expliquer ce que ça veut dire concrètement. Et ensuite, je suis passée chez Airbus aux Pays-Bas pendant 4 ans. Et là, en janvier, je vais voyager encore et revenir sur Toulouse en France. Donc, le premier message ici, c'est que dans n'importe quel parcours, si vous choisissez l'industrie du spatial, ça va vous permettre d'un site à l'autre, que ce soit en Europe ou évidemment au niveau mondial. Pour moi, c'est ce que je cherchais aussi pour pouvoir bouger. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ici, sinon je vais pouvoir expliquer un petit peu les différents métiers et ce que je fais au quotidien. Sinon, ça va? Ça va, tu peux continuer. Ok, je continue. Alors, ingénieur mécanisme, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en tout cas, moi, je ne savais pas quand j'ai commencé ce travail, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sur les satellites. Il y a des mécanismes qui ouvrent les panneaux solaires, il y a des mécanismes qui tournent les antennes, des mécanismes qui aident à tourner le satellite, des mécanismes qui aident à bouger une lentille dans un appareil optique qui est installé sur un satellite. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qui bougent sur un satellite. Et donc, qu'est-ce qu'un mécanisme? C'est à peu près tout ce qui a un moteur et qui peut faire un mouvement sur le satellite. Donc, par exemple, à droite, sur l'image, ce qu'on regarde là, c'est une antenne. Donc, en haut à droite, le gros carré orange, c'est une antenne. Et on a tout un système en dessous avec des moteurs qui peuvent tourner dans tous les sens. Et ça permet d'orienter l'antenne sur la Terre pendant que le satellite, en fait, tourne autour de la Terre. Donc, ce genre de métier peut être très intéressant puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur dans l'espace. S'il se passe quoi que ce soit, on ne peut pas changer une pièce. Donc, ça m'a permis, dès mon premier travail, de pouvoir assembler des vraies pièces satellites et de voir un petit peu quelles sont toutes les difficultés dans le spatial. Vous en avez peut-être entendu parler cette semaine. Il fait très froid. Entre l'ombre et le soleil, il peut facilement y avoir une différence de 200 degrés. On est dans le vide. Donc, les matériaux n'apprécient pas trop d'être dans le vide. Et il y a aussi des radiations. Donc, les pièces qui vont dans l'espace sont soumises à pas mal de contraintes. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ingénieur mécanisme? C'était soit les dessiner sous ordinateur avec des logiciels d'aide sur ordinateur, du CAD, ou alors même les assembler ensemble et les tester, voir si tout fonctionne.
Donc, c'était bien comme premier travail, puis ça m'a permis de toucher un petit peu et de comprendre ces mécanismes. Donc ensuite, si je continue, j'ai décidé de pousser un petit peu plus le travail avec les pièces. Je suis partie aux Pays-Bas pour faire ingénieur d'assemblage, d'intégration et de test. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je me focalisais surtout sur la partie toutes les pièces, peu importe quelle pièce satellite. Donc, j'aidais à les assembler, à les installer, des fois à les installer sur le satellite, et ensuite on les testait. Donc là, c'est un exemple. Le gros caisson que vous pouvez voir, c'est une chambre à vide. Donc ici, c'est des pièces satellites qui servent à conduire la chaleur d'un bout à l'autre d'un satellite. Donc pour simplifier, c'est un peu une barre d'aluminium qui permet de réchauffer un côté du satellite en prenant la chaleur du côté qui est au soleil. Et donc quand on ferme ce caisson, on peut descendre à 0 bar et vraiment tester comme si on était dans l'espace. Donc c'est assez impressionnant comme caisson. Celui-là, c'est plutôt un petit. Hein. Il y en a des beaucoup plus gros dans tous les endroits classiques. Donc c'est un test, on appelle ça un test sous vide, et on teste toutes les pièces ou satellites à un moment donné, pour être sûr qu'elles résistent bien au vide. Donc pendant ces tests, je suis partie encore 6 mois en Angleterre, plusieurs semaines à Paris, plusieurs semaines à Toulouse. Donc en tant que jeune ingénieur, j'ai profité aussi pour voyager un petit peu en Europe et de suivre ces pièces. Donc, si vous aimez voyager, faire des tests peut aussi vous donner la possibilité d'aller à Kourou voir des lancements ou d'installer des panneaux solaires sur tel et tel satellite. Et donc maintenant, j'ai choisi de faire chef de projet depuis quelques années déjà. Donc, j'organise des équipes en fait pour arriver à préparer. Donc, je travaille sur les lanceurs. Donc, je travaille sur le projet Ariane 6. Donc, pour préparer la fabrication de pièces Ariane 6. Donc, ça veut dire gérer les équipes, planifier un petit peu des activités pour ensuite pouvoir faire l'assemblage, faire le design, la conception technique des pièces et puis gérer les équipes. Donc, c'est très intéressant aussi parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de discussions avec les clients. Notre client sur Ariane 6, c'est par exemple Ariane Group qui s'occupe de faire tout le lanceur. Et c'est intéressant de voir leurs contraintes aussi à leur niveau. Si nous, on a un petit souci sur une pièce, eux, il faut que ça marche au niveau de tout le lanceur, de toute la fusée. Et à côté d'Ariane 6, j'ai travaillé aussi sur des projets qu'on appelle du coup New Space, qui sont des nouvelles façons de voir l'industrie du spatial. Et c'est ça que je vais développer un petit peu plus tard après avoir testé un petit peu votre connaissance sur New Space. Alors voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que je fais. Donc pour l'instant aux Pays-Bas et je vais passer sur Toulouse. Je ne sais pas si vous avez des questions précises à ce moment où on peut passer sur le quiz. Des questions sur ton parcours, moi, j'aimerais savoir, du coup, Betty, pour devenir chef de projet, donc passer d'ingénieur à chef de projet, tu as combien d'années d'expérience en entreprise? Alors, actuellement, j'ai 6 ans d'années d'expérience et je suis passée chef de projet après 4 ans et demi. Donc, on m'avait dit que c'était jeune. Hein, chez Airbus, on m'avait dit il y avait un petit peu de résistance. Alors déjà j'étais une femme. Ensuite, j'étais française et pas néerlandaise. Et ensuite, j'étais jeune. Donc, c'était un profil atypique. C'était pas un manque de confiance, je pense, mais ils avaient plutôt les autres chefs de projet ont le profil d'un homme blanc d'une 50aine d'années avec beaucoup plus d'expérience. Donc, je suis passée chef de projet vers un peu moins de 5 ans d'expérience et ça a apporté pas mal de challenges. Donc, c'est super de mon côté pour apprendre, mais aussi des difficultés. Hein. Toutes les personnes dans les équipes que je dois gérer sont plus âgées que moi. Donc, il faut apprendre aussi à bien reconnaître ce qu'on ne sait pas. Toutes les personnes dans mes équipes ont plus d'expérience que moi. Donc, l'idée, c'est d'arriver à coordonner leur expérience et de faire au mieux en équipe. Mais le message... Pardon, vas-y, Valentin. Oui, donc effectivement, c'est un parcours qui est assez monté en puissance assez vite. Donc finalement, transmettre le message aux jeunes qu'effectivement, quand vous commencez un job, vous avez parfois la possibilité de tirer votre épingle
petit jeu, quoi. C'est pas au bout de 10 ans ou 15 ans d'expérience qu'on peut occuper des postes à responsabilité. Bien au contraire, si vous arrivez à vous affirmer sur vos postes respectifs, vous avez la possibilité d'aller sur des postes un peu plus haut niveau et ça reste ouvert. Donc, imagine, tu disais, hein, c'était pas facile au départ, bien sûr. Ah oui, alors, ce qui a fait la différence aux Pays-Bas, parce que bon, il y a d'autres jeunes qui ont plein de potentiel aussi, c'est d'insister un petit peu dans le sens où je savais ce que je voulais. Donc, au début, ils m'ont dit non, hein, quand j'ai demandé à passer chef de projet, j'ai mis 1 an à les convaincre. Donc, ils m'ont dit non, on n'est pas sûr de ton expérience. Donc, après, je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez sur quoi je dois travailler, comment je vous le prouve, quelles sont les conditions. Et donc, en discutant, ils ont fini par me donner une opportunité sur un petit projet. Et puis après, quand ça s'est bien passé, ils m'ont donné un plus gros projet. Donc, le message ici, il faut, même si quelqu'un vous dit que c'est pas possible de faire ce que vous voulez, donc, comme on m'a dit au début, c'est pas possible, il faudra que tu attendes d'avoir 10-15 ans d'expérience, il ne faut pas forcément l'écouter. Il faut continuer en disant comment le rendre possible, qu'est-ce que je dois faire, et après prendre chaque étape par étape. Puis après, il y a un peu de chance aussi, il faut tomber au bon moment ou un peu de chance, et ce qui fait la différence après, c'est la motivation, je pense, et la personnalité. Ok. Vous avez des questions? Bon. Oui, est-ce que tu étais plutôt une bonne élève? Alors à l'école, moi j'étais une bonne élève en maths et en physique, donc j'aimais les sciences. Donc j'avais, je sais pas moi, 18 de moyenne en sciences. Par contre, en histoire-géographie, ça a toujours été difficile pour moi de date. J'ai eu 10 au bac en histoire-géographie. J'ai eu peut-être 12 en allemand et en langue. Donc j'avais un profil plutôt scientifique. Par contre, j'avais aussi mes points forts et mes points faibles. Mais j'ai toujours aimé l'école. D'accord. Voilà un petit peu pour mon parcours. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on passe sur la partie petit quiz, juste pour voir un petit peu, c'est pas pour tester personne, mais pour voir un petit peu où on en est, un petit peu vos connaissances, pour savoir où on peut partir. Donc tous ceux qui ont des appareils, un portable ou un ordinateur peuvent se connecter sur www.menti.com. Je pense que vous le voyez, on est assez gros. Et donc vous devez arriver normalement sur un écran qui s'affiche, je ne sais pas si vous le voyez, comme ceci. Donc, je vais maintenant passer sur la partie Mentimeter. Alors oui, alors je suis en train d'essayer de partager mon écran, j'ai un petit souci avec Zoom, mais sinon il faut aller sur www.menti.com. Oui, on a un code, je vais vous le donner, le partager, mais j'ai un petit problème avec Zoom, là. Problème technique.
Voilà, donc normalement, je dois afficher tout en haut, vous voyez un code qui se télécharge. Donc, c'est maintenant le 34 65 68 7. Je ne sais pas si c'est assez grand pour vous sur l'écran, Vanga. Oui, on le voit. 34 65 68 7. Voilà, donc à partir de maintenant, tous ceux qui ont rentré ce code vont voir la première question s'afficher qui demande quelles sont les entreprises du spatial que vous connaissez. Donc, tout le monde peut répondre plusieurs fois. On a un petit temps de la... Je vois que les... Le chargement des pages, ça met un petit peu de temps. Ok, je vois que les réponses commencent à arriver. D'accord. D'accord, donc les réponses continuent à arriver. Donc là, je vois bien que on a les classiques. La NASA a pas mal de succès. On a l'ESA, SpaceX, Blue Origin, Airbus, Lacoste. Donc, on en a plus maintenant. YouTube. Voilà, ça arrive. Donc la prochaine fois, on sera sponsorisé par Lacoste pour les polos de départ en campagne. Voilà, donc vous avez déjà une petite idée un petit peu des entreprises qui travaillent dans le spatial. Donc, on va en parler un petit peu. Ça va vous donner une idée. Et on va faire le lien avec qu'est-ce que le NeoSpace. Donc, je vais passer à la question suivante. Allez, question suivante. Alors, normalement, vous avez la nouvelle question qui s'affiche. À quoi, d'après vous, sert un satellite? Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire les réponses, je vais les lire. Alors, est-ce que ça sert aux télécommunications, la télé, la radio, au téléphone, à suivre la météo, à la navigation en GPS, au transport spatial, à l'observation et exploration spatiale, ou à l'observation de la Terre? D'après vous, à quoi servent les satellites? Donc, on voit les préférences déjà, on voit les petits points arriver. Donc, personne n'a l'air intéressé par le transport spatial. Nous avons pas mal de télécommunications, d'observation et exploration spatiale. D'accord, donc l'idée ici pour continuer, c'est clairement, historiquement, les télécommunications sont très présentes, mais les satellites servent à toutes ces applications. Et de plus en plus, on va pouvoir en parler un petit peu sur les nouvelles applications sur Terre aussi. Merci de vos réponses. On va passer maintenant un petit peu à la question suivante. Donc, cette question, il me semble que vous allez avoir à peu près 20 secondes pour répondre. Donc, vous pouvez vous connecter à la question. Est-ce que vous êtes prêts? Si oui, c'est parti. Combien de satellites sont dans l'espace? Est-ce qu'il y en a moins de 500, entre 500 et 1000, entre 1000 et 2000 ou plus de 2000? Alors, la bonne réponse, c'est qu'il y en a plus de 2000.
Donc, c'est de plus en plus, et surtout, j'ai une planche où je vous montrerai un petit peu les résultats, mais il y a un nombre ahurissant de satellites dans l'espace. Plus on avance, plus il y en a. Question suivante. Vous êtes prêts? Alors, combien de fois les propulseurs de la fusée Falcon 9 peuvent-ils être réutilisés? Alors là, nous, on va pas faire je sais pas. Là, je motive la team SpaceX, là, ils ont trouvé 21 avant la comme ça. Je suis contente de voir, vous avez dû bien parler cette semaine, ou en tout cas, vous représentez bien l'équipe SpaceX. Hein. Donc, voilà les scores. Donc, félicitations à l'équipe Team Starship, qui a été la plus rapide et qui a gagné. Hein. Félicitations. J'applaudirais bien à distance. Donc voilà pour les scores. Et donc, comme dernière question pour faire une transition avec le reste de la présentation, je pose la question, quelles sont les nouvelles technologies qui arrivent dans le domaine du spatial et qui peuvent vous permettre aussi d'utiliser vos connaissances pour pouvoir participer au spatial. Donc, je vais repartir maintenant sur ma présentation. Bon. On en arrive ici. Donc voilà, pour faire un petit point sur les questions, je voulais vous montrer ce graphique qui est disponible sur le site de l'ESA, hein, qui montre en fait, donc c'est en anglais, mais qui montre les budgets par domaine dans le spatial en 2020. Donc on parle de presque 7 milliards d'euros. Et donc on a divisé en plusieurs catégories. Et là où l'argent est le plus dépensé en Europe à l'ESA, c'est dans l'observation de la Terre. On a ensuite le transport spatial, donc ça prend les lanceurs. Et on a ensuite la navigation par GPS, etc. Et donc, évidemment, il y a tous les autres sujets aussi, les télécommunications sont un peu moins de budget. Donc, historiquement, c'est le plus connu, mais ce budget donne une impression un petit peu vers quoi on tend et vers quoi on met de l'argent un petit peu pour avoir des nouveaux développements scientifiques. Donc, c'est un autre graphique qui montre à peu près la même information, qui montre en fait l'utilisation des satellites. Donc, c'est une autre source, mais qui confirme que l'observation de la Terre est pas mal utilisée. On a ensuite la communication et la navigation qui sont importantes. Donc là, ce n'est pas le budget, hein, c'est vraiment ce qui est utilisé à la date d'avril 2019. Voilà, et je voulais montrer aussi, ça, à la même date, d'avril 2019, c'est pour montrer un petit peu le nombre de satellites par lancement. Donc ça augmente à une vitesse phénoménale. On est maintenant, bon, en 2020, il y a eu de ralentissement, mais on part maintenant sur des centaines de satellites lancés par an. Bon, c'est cet ordre de grandeur. Et pour une idée, un petit peu, ça montre la taille des satellites. Il y en a de toutes les tailles, il y en a pas mal de moins de 10 kg, et tu en as aussi quelques-uns qui sont à plus de 5 tonnes. Donc, on change un petit peu maintenant. Il y a quand même une tendance qui est d'avoir des satellites de plus en plus petits. Hein. Historiquement, c'était des gros satellites d'1 tonne, 2 tonnes, enfin de 1 à 5 tonnes ou plus. Alors que maintenant, on en voit beaucoup de ce qu'on appelle des small sats, des petits satellites. Donc, il y en a bien plus qu'on ne pense. Et ça crée pas mal de problèmes aussi, surtout les déchets spatiaux. Donc voilà, je voulais vous laisser un peu avec ces chiffres pour vous donner un ordre de grandeur sur le nombre de satellites. Donc maintenant, j'aimerais parler de qu'est-ce que le New Space, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous envisagez peut-être d'avoir une carrière dans le spatial ou alors juste pour savoir ce qui va se passer un petit peu dans les prochaines années.
Alors d'abord, juste pour mettre en contexte, vous avez entendu parler de la révolution industrielle. Il y a eu d'abord la mécanisation. Ensuite, on a eu des lignes de production comme pour l'assemblage des voitures, Ford, etc. Ensuite, on est passé vraiment dans les années, je sais pas moi, 70 vers l'automatisation, avoir des machines. Et maintenant, on est dans une ère où vraiment tout est digital, tout est connecté. Je ne sais pas si vous avez Alexa ou tout qui est connecté chez vous. Mais il y a un autre niveau et c'est ce qu'on appelle l'Internet of Things, c'est-à-dire que tous nos objets sont connectés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? C'est que les clients qu'on a maintenant, quelqu'un qui veut un satellite maintenant, on voudra peut-être plus, on voudra peut-être des dizaines ou des centaines, et on voudra... un satellite coûte moins cher. Avant, ça coûtait plus de quelques millions par satellite. Maintenant, dans les universités, on peut construire des CubeSats, des tout petits satellites qui font 10 cm par 10 cm par 10 cm. Et ça coûte bon, quelques dizaines de milliers d'euros, mais ça veut dire que ça coûte bien moins cher. Donc, le monde des satellites change et si on veut donner une caricature, on aura peut-être presque demain des satellites au supermarché ou en ligne de production comme pour les voitures. Donc, ça, c'est un graphique qui résume en termes relativement simples qu'est-ce que le New Space. Donc, avant, donc hier, sur la gauche, on avait 4 satellites par an. Ils fonctionnaient parfaitement. On avait donc du coup 0 risque, puisqu'on ne pouvait en lancer que 1, donc il fallait qu'il fonctionne. C'est ce qu'on veut dire par performance maximale. On n'en faisait pas beaucoup de différents, et un satellite faisait soit de la télécommunication, soit de l'observation de la Terre, soit de l'observation de l'espace. En général, c'était plutôt cher. Et qui achetait ces satellites? Les classiques étaient souvent l'ESA ou la NASA ou des clients télécoms comme Inmarsat ou etc. Donc ça, c'était jusqu'à... ça existe encore aujourd'hui. Hein. C'était hier, donc c'était la plupart du domaine spatial. Donc on peut référer à ça aussi comme du spatial institutionnel, parce qu'on travaille beaucoup avec l'ESA et la NASA. Par contre, maintenant, on a des nouveaux projets, des nouvelles façons de travailler, où on a beaucoup plus de satellites. On peut en avoir une constellation de plusieurs centaines. On pourrait presque en fabriquer deux satellites par jour, ou plus. Donc on parle de quelques satellites par jour. Et alors maintenant, un satellite n'est pas fait pour une seule utilisation. On va mettre plusieurs choses sur le satellite et on sait qu'en 5 ans ou 10 ans, ils vont peut-être ils vont changer de mission. On va les utiliser autrement. Et donc, c'est beaucoup plus... le New Space s'appelle aussi l'ère commerciale du spatial. Donc, ça devient beaucoup plus compétitif. Et c'est ce qu'on veut dire par le marché s'ouvre, les acteurs du numérique arrivent. Donc, on peut tout imaginer, toutes les applications, et je vais en nommer quelques-unes un peu plus tard dans la présentation. Et ce qui veut dire qu'on parle de quelques satellites par an, donc c'était plus difficile avant, en tant qu'entreprise ou en tant que personne, de se faire une place et de travailler sur un satellite. Maintenant, vous imaginez bien que si on en fait l'équivalent de 2 par jour, donc quelques centaines par an, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et on peut se permettre de perdre un satellite. Si on en envoie 500, s'il y en a un qui est cassé, c'est plus très grave. Donc, est-ce que c'est bien clair ce graphique ou est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Juste pour ajouter quelques éléments, effectivement, enfin, je pense, si vous voulez aller faire voir ce qui se passe sur Internet par rapport à ce qu'elle évoque, je pense au satellite de la constellation OneWeb. Effectivement, ça a été le premier gros contrat pour Airbus de fabriquer une constellation de satellites. Au départ, on était à 900, maintenant on est à 640 et quelques satellites qui seront tout de la planète. Le but, c'est de fournir de la connectivité à tous, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des connexions dans des villages, dans des pays un peu reculés, etc. Donc, vraiment, c'était pouvoir proposer de la connectivité à tous. Auparavant, effectivement, on faisait quelques satellites par an, et aujourd'hui, pour pouvoir fournir avec quelques satellites, on a été obligé d'adapter les modes de production, les outils, etc. Et pour avoir une balance assez industrielle, quoi que ce soit qu'on a sur les productions de voitures, encore d'avions. Voilà. Exactement. Donc, on va passer aussi après à quelques exemples. Donc là, c'était juste un petit graphique pour vous donner une idée du nombre de satellites par pays. Donc, il y en a encore beaucoup pour les États-Unis, mais c'est complètement international. Hein. Donc là, l'Europe va être présentée dans le multinational, mais c'est vrai que c'est une collaboration mondiale, pour donner un petit peu un contexte.
Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que on dit que l'espace doit devenir une commodité pour s'ouvrir aux services et usages de demain. Ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'on a envie d'apporter l'espace à tout le monde. C'est ce qu'on disait juste avec apporter l'Internet à tout le monde, apporter l'accès aux images satellites. Il y a beaucoup d'agriculteurs maintenant qui travaillent avec des images satellites, peut-être pas quotidiennement, mais toutes les semaines, pour voir leurs champs et voir où est-ce qu'ils doivent mettre un peu plus de pesticides ou où est-ce qu'ils peuvent en enlever. Donc c'est maintenant quelque chose qui arrive, on espère toucher la plupart des gens. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'espace maintenant, c'est plus on achète un satellite et on ne sait pas quoi en faire, mais on achète par exemple des données. Quand vous achetez de la 4G, etc., on achète une quantité de données. Par exemple, il y a beaucoup de stations offshore, donc des stations isolées sur des bateaux, des stations où ils font de la raffinerie de pétrole, etc., qui sont déconnectés un petit peu du continent ou leur pays d'origine. Donc, ils utilisent des satellites pour envoyer des données en disant tout va bien, la température au niveau du forage est à bonne température, on n'a pas de problème. Et donc, ils payent l'envoi de telle ou telle donnée par heure ou par jour. Donc voilà, c'est ça qui change dans le domaine du spatial. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler un petit peu des nouvelles technologies, de ce que ça veut dire aussi pour vous et du futur dans les métiers du spatial. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ces nouvelles technologies comme Big Data, donc c'est tout ce qui est la nouvelle quantité de données. Ça ressemble un petit peu à Matrix, mais c'est qu'on a des tonnes de données et on a après de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui vont permettre d'analyser les résultats et essayer de trouver des connexions et d'avoir des algorithmes plus intelligents. On a aussi la réalité augmentée, donc des lunettes qui montrent vraiment la réalité augmentée. Et ça, j'irais même jusqu'à dire que c'est une réalité. Chez Airbus, aux Pays-Bas, dans notre building, dans notre bâtiment, on a bien nos équipiers qui travaillent avec des lunettes, qui leur montrent où mettre les pièces. Donc, ils voient bien exactement les pièces, comment elles s'emboîtent ou comment elles s'affichent. Donc, c'est quelque chose qui est commun. Et ensuite, on a l'impression 3D. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et donc, c'est de pouvoir, s'il manque une pièce, on peut considérer avoir de l'impression 3D dans le spatial. Et on a quelques pièces qui volent sur des satellites qui ont été imprimées. Donc, bientôt, on aura peut-être tous des imprimantes chez nous. Mais en tout cas, ce sont des technologies qui sont réelles. Donc, on a parlé de OneWeb. C'était clairement un exemple. Donc, OneWeb, on a bien dit que c'était une constellation de maintenant jusqu'à 600 satellites. Ce programme a commencé en 2015 et ça a en effet révolutionné un petit peu l'industrie du spatial parce que comment on va en fabriquer 600 donc c'est là où on commence à penser en termes de chaîne de production pour les assembler à la chaîne un petit peu. On a parlé évidemment de SpaceX, un grand classique. Pourquoi ils peuvent être considérés du New Space? Parce qu'ils changent la façon de faire. Par exemple, il y a eu beaucoup de lancements de SpaceX qui ont raté, il y a eu pas mal d'explosions. Donc, le fait de faire des erreurs est plus acceptable. Avant, c'était vraiment la performance et on acceptait beaucoup moins ça coûtait tellement, tellement cher qu'on n'acceptait pas de faire exploser une fusée, etc. Ça coûte toujours cher, mais ils ont quand même vraiment fait descendre le prix des lancements. Donc, ils ont vraiment une attitude qui est beaucoup plus commerciale. C'est dans ce sens-là qu'ils peuvent être considérés comme New Space. Donc là, par exemple, en chiffres, c'est un graphique qui peut montrer un petit peu à quel point le SpaceX a baissé les coûts de lancement. Donc là, si on regarde le coût moyen d'un siège pour un astronaute pour aller dans l'espace, et si on regarde des prix chez Apollo, on a quand même un facteur de 10 entre 400 à 50. Donc ils ont vraiment aidé en fait, ils ne sont pas les seuls, hein, il y a Soyuz et d'autres lanceurs, mais ils aident vraiment à faire baisser le prix d'un siège, d'un ticket vers l'espace. Donc, il faut continuer à regarder ce que SpaceX va faire et tous les autres. En plus de SpaceX, on a aussi Blue Origin, que vous avez aussi mentionné, donc vous connaissez, donc qui sont beaucoup plus commerciaux et qui visent un petit peu de changer. SpaceX veulent aller, Elon Musk voudrait aller sur Mars, Blue Origin parle d'avoir une base sur la Lune. Donc on parle vraiment d'exploration spatiale.
Alors, ce que je voulais mentionner, c'est que malgré tous ces noms très connus, il y a beaucoup de nouvelles entreprises. Donc, par exemple, en France ou sur Toulouse, où je connais, on a des dizaines d'entreprises, de petites startups qu'on appelle New Space, avec des applications qui sont peut-être un petit peu moins connues. Donc là, je vais vous parler un petit peu de navigation et de puces GPS. Donc, il y a des systèmes de petites puces GPS qui sont utilisés, par exemple, en Afrique pour mettre sur les troupeaux d'éléphants ou de telle ou telle espèce. Et ils les utilisent pour suivre la positionnement de ces puces à l'année et pour voir les troupeaux. Il y a la même chose aussi sur des petites puces GPS qu'on met sur des requins, par exemple, autour des côtes des États-Unis, pour pouvoir suivre la présence de ces requins ou même des tortues. Donc l'espace donne même des applications très... Et il y a des nouvelles startups qui, par exemple, s'intéressent beaucoup à tout ce qui est environnement et qui proposent de mettre cette petite puce sur les filets de pêche qui sont souvent perdus et laissés dans l'eau et qui tuent pas mal d'animaux pour pouvoir ensuite les récupérer quand ils sont perdus et vider un petit peu les océans de ces déchets. Donc il y a beaucoup d'applications. Donc voilà, je voulais vous présenter par exemple, c'est une startup toulousaine et je vais vous montrer une application qui peut vous permettre d'imaginer un petit peu comment on utilise telle ou telle connaissance ou quel type de métier ça peut créer. Donc alors Galigo, c'est une marque d'une startup, donc je disais de Toulouse, qui s'appelle 3D Aerospace et qui vise un petit peu à développer la conduite autonome dans 10-20 ans. Donc il s'agit d'abord de créer des cartes 3D qui sont connectées et qui permettent en fait dans une ville de vraiment créer une carte 3D qui ressemble un petit peu à Google Maps, mais qui va ajouter un petit peu plus d'éléments. On peut voir en haut à droite qu'il s'agit d'ajouter, de détecter les objets qui sont autour, donc les passants, les voitures, etc., etc., et de pouvoir les ajouter dans cette carte, car il s'agit ici de mettre un boîtier, un récepteur sur un véhicule, une voiture ou autre, et avec, il y a 7 caméras dessus. Il y a une puce de localisation GPS, mais aussi Galileo. Galileo, donc GPS, c'était le système de navigation américain. Galileo est le nouveau système européen. Il me semble qu'ils ont peut-être 18 ou 20 satellites actuellement dans l'espace, qui permettent d'avoir une précision plus grande de la position. Donc si GPS, des fois, votre GPS peut se tromper de voie ou vous dites tourner à droite et vous êtes toujours sur l'autoroute, Galileo, normalement, aura une précision de 20 cm. Donc, normalement, il ne devrait pas se tromper de voie. Et donc, une fois qu'on a ces cartes connectées, etc., on peut collecter toutes ces données et on peut les mettre dans une base de données qui est au milieu de l'image ici. Et donc, une fois qu'on a tout ça, et que si on équipe, par exemple, ce récepteur sur les bus et qu'on envoie ça dans la base de données, ça permet ensuite d'avoir cette carte qui est améliorée et qui peut vraiment permettre de suivre, par exemple, en temps réel, la position des bus ou la position. On peut faire la même chose avec des taxis ou des livreurs, par exemple, et de suivre tout ça grâce à une base de données. Donc, au niveau des métiers que ce genre d'application va créer, vous voyez bien que c'est basé sur quelque chose de concret. On parle de nos villes connectées, c'est quand même très loin de l'espace. Et donc, il y a besoin de beaucoup de gens qui sont capables d'écrire du code ou d'analyser les données en tant que métier. Et donc, ça donne lieu à des nouvelles applications téléphone. Bon, ça, vous l'avez déjà vu. À partir d'un téléphone, maintenant, on peut connecter plein de choses. On peut connecter les lumières, les prises à la maison. Et on pourra aussi avoir accès à toutes ces informations sur téléphone. Donc, le message ici, c'est que des applications New Space, il y en a beaucoup. Il y en aura partout. Et donc, ne pas penser qu'aux grandes entreprises comme SpaceX, Blue Origin, etc. Mais il y en a bien plus qu'on ne pense. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on passe sur la conclusion et un petit peu les conseils avec lesquels j'aimerais vous laisser pour la suite. Pour les applications, des choses qui n'ont pas été claires, on reprenne. Bon, je n'ai pas de questions. Tout est clair. Parfait. En tout cas, voilà, je voulais dans tous les cas vous laisser avec quelques messages pour la suite, pour votre futur.
Donc, un premier message, c'est définissez bien vos objectifs personnels, quels qu'ils soient. Hein. Si vous rêvez de créer votre entreprise et de construire des fusées, pourquoi pas, enfin, rien n'est trop grand. C'est bien de vraiment se fixer ces objectifs. C'est par exemple, moi je voulais voyager, je voulais partir dans différents pays, et je voulais travailler dans le spatial. Donc c'était ma priorité. Par contre, ça m'était un petit peu égal dans quel pays aller et par quel métier commencer. Donc l'idée, c'est d'être pour vous-même, quels que soient vos... Est-ce que c'est de partir de la Réunion? Est-ce que c'est rester à la Réunion? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est travailler sur quelque chose qui va dans le spatial? N'ayez pas peur de les mettre par écrit et d'être clair sur qu'est-ce qui est vraiment important. Et ensuite, tenez bon. Donc, même si les gens vous disent c'est pas possible avec telle ou telle étude, j'ai vu pas mal de mes collègues et de mes amis se retrouver en l'occurrence dans le spatial ou dans d'autres secteurs d'activité, alors qu'ils n'avaient pas forcément les notes qu'il fallait à l'école et qu'ils ont travaillé 2 fois plus que les autres. Et ils ont réussi à trouver un autre moyen d'arriver à leur métier. Donc, ne laissez pas tomber. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous y arriverez, voire par un autre chemin. Donc, vous ne prendrez peut-être pas l'autoroute, mais vous prendrez une autre route. Donc, ensuite, je pense que l'innovation vient avec la passion. Donc, n'essayez pas de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. En quelques mots, si vous n'aimez pas faire ce que vous faites, vous serez probablement mauvais. Il faut un petit peu de goût et d'envie, et il faut que ça plaise. Donc, si vous avez une passion, n'hésitez pas non plus à la poursuivre et à trouver un moyen de faire en sorte qu'elle puisse se combiner avec votre métier. Moi, travailler dans le spatial me passionne. Pour être honnête, je n'aime pas tout ce que je fais tous les jours. Il y a des fois, je dois écrire des rapports, c'est pas ce que je peux faire. Mais j'adore mon métier en général et c'est comme ça qu'on peut avancer. Alors, en petite leçon que moi j'ai eue en tout cas au cours de mes quelques années de travail, de ne pas sous-estimer les compétences humaines. C'est-à-dire que j'ai souvent eu des opportunités, on parlait un peu plus tôt de pouvoir passer chef de projet. Je l'ai eu parce que je pense j'arrivais à communiquer ou ma personnalité. C'est pas parce que j'étais meilleure en tant qu'ingénieur que quelqu'un d'autre. C'est juste que peut-être j'arrivais mieux à le communiquer ou alors j'arrivais mieux à motiver les équipes. Donc vraiment chérissez toutes vos compétences humaines en termes de communication. Si vous arrivez à mettre l'ambiance et à motiver une équipe, c'est quelque chose qui est très difficile à apprendre. C'est quelque chose qui est souvent, ça se travaille, on peut le développer. Mais si vous avez une force, mettez-la vraiment en valeur. Si vous êtes organisé ou si vous aimez organiser les choses, ça sera utile. Donc ne sous-estimez pas ça. Il n'y a pas que l'expérience ou telle compétence en code C++ par exemple. Il y a aussi les compétences humaines. Alors pour moi, la clé du succès, c'est 3 choses. Donc en termes de succès déjà, c'est atteindre votre objectif, quel qu'il soit. C'est pas succès en termes de tel ou tel travail. C'est que pour atteindre un objectif, il faut quand même 3 choses. Il faut commencer par de la performance, c'est-à-dire que pour réussir quelque chose, il faut déjà essayer de le faire, d'y mettre du travail et d'essayer de fournir des résultats. Donc c'est la performance. Ensuite, il y a l'image, comment vous êtes vu. L'attitude joue énormément. Si par exemple vous êtes vu par quelqu'un toujours qui continue, même si vous n'avez pas les meilleures notes ou les meilleurs résultats, vous avez toujours la motivation et vous continuez et vous êtes vraiment une image qui donne de l'énergie, ça fera la différence. Et ensuite, en dernier, il faut de la visibilité. On peut le résumer aussi par de la chance ou du réseau. C'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut parler à la bonne personne. Donc, la visibilité, ça peut se traduire. Moi, par exemple, pour avoir le poste de chef de projet, j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit que je voulais faire ça, j'ai expliqué pourquoi. J'ai demandé à plusieurs personnes s'ils avaient besoin de quelqu'un dans leur équipe. Donc, les gens savaient que j'étais en recherche de cette opportunité. Donc, ça a aidé. Au fin de compte, c'est un jour, quelqu'un m'a téléphoné et m'a dit, voilà, j'ai une place pour toi. Mais il faut aussi en parler et il faut expliquer. Donc, ça se joue sur trois piliers. Il faut faire un peu des trois. Et n'hésitez pas à vous poser la question, si quelque chose ne marche pas, sur quoi vous pourriez travailler? Est-ce que c'est mettre un peu plus de travail vous-même en tant que performance? Ou est-ce que c'est avoir plus de visibilité et parler un peu plus de son projet?
Ensuite, c'est de trouver votre équilibre. Si vous avez besoin de faire beaucoup de sport ou de passer beaucoup de temps avec vos amis ou en famille, il faut trouver un bon équilibre. C'est-à-dire que quelqu'un qui adore être en couple et être entouré de plein de personnes et travailler en équipe ne se plaira pas à faire un métier où il est tout seul. Moi, j'avais aussi commencé une thèse pendant 6 mois ou 10 mois, et puis au bout d'un moment, je me suis dit que ça ne me plus, je n'aimais pas le travail seul sur une thèse, j'ai préféré repartir en équipe. Et donc, j'ai arrêté pour changer et repartir sur Airbus aux Pays-Bas. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que si vous avez besoin de faire 10 heures de sport par semaine, ou moins d'ailleurs, mettez bien en place ce dont vous avez besoin pour durer. Ensuite, c'est bien sûr, croyez en vous. Si les gens ont des doutes autour de vous, vous êtes la personne qui vous-même pouvez vous donner le plus d'énergie. Si les gens ont des doutes, croyez en vous et prouvez aux autres que vous en êtes capable. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui a toujours voulu travailler dans le médical. Elle voulait être médecin ou infirmière ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais eu de bonnes notes en sciences et en maths. Et elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé. Et maintenant, elle est kinésithérapeute. Puisqu'elle a réussi à faire, elle avait fait un autre bac, un bac ES, et elle avait réussi à reprendre après des études autour. Et donc, elle a toujours cru, elle a toujours travaillé plus que les autres. Et à la fin, elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait. Donc, si les gens ont des doutes, ou si même vous n'êtes pas sûr, donnez-vous du courage en disant soutenez-vous, ou les uns les autres aussi, croyez en vous en termes de groupe et entre amis, pour vous aider à atteindre vos rêves. Moi, j'ai grandi en Bretagne. Mes grands-parents étaient agriculteurs et mes parents étaient employés normaux. Je n'avais pas d'argent pour partir faire des études. Je ne savais pas trop ce que je faisais. J'ai demandé des bourses ici et là et j'ai fini par avoir des bourses, d'avoir une bourse Erasmus. Quand je suis partie en Angleterre, l'année allait coûter 10 000 ou 15 000 livres. Je n'avais pas cet argent. J'ai fini par avoir une bourse et en continuant, j'ai réussi à avoir des prêts. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne savais pas trop comment j'allais aligner tout ça pour que ça fonctionne. Et petit à petit, il faut prendre chaque étape à la fois. Il faut y croire et ça peut se faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile ou que tout tombe dans la main. Et enfin, j'aimerais vous laisser avec soyez courageux. Ça ne va pas forcément être facile. Peut-être que vous ne savez pas, moi à votre âge, je ne savais pas ce que je voulais faire, en tout cas. Ça peut être un petit peu difficile d'avoir à faire un choix, de choisir quoi faire, de prendre des décisions. Si vous avez, moi j'avais ma seule offre d'emploi en sortie d'école était en Angleterre, donc j'ai dû quitter la France. J'avais appris l'anglais, mais bon, j'étais pas trop à l'aise de partir comme ça dans un pays étranger. Il faut se lancer, il faut y aller. Au pire, qu'est-ce qui se passe? C'est un plongeon raté et vous recommencerez, vous repartirez sur autre chose. Moi, en 6 ans de travail, je vais commencer mon 4e métier. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous pourrez changer, vous pourrez rebondir, mais il faut se lancer. Voilà mon message de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser ou si Varenka, tu peux les laisser avec la vidéo.